du pétrole, pour évoquer la guerre cette guerre qui s'annonce, terrible entre l'Iran et Israël. Des deux côtés ku ci nekk yaa ngi def le point sur les éventuels alliés yi nga mën a am. On apprend tout à l'heure que Trump demande à l'Iran de capituler sans condition. Les États-Unis sont en train d'étudier le moyen de s'engager aux côtés des Israéliens, mais ça hésite encore. Au G7 c'était au menu des discussions. Guerre boobu nan la ñu mën a impacter ñun ak ñun lan moo ci war a nekk suñu posture. Non, guerre boobu par exemple aussi longtemps que l'Iran ne ferme pas le détroit d'Ormuz. dañ koy tëj de. Non yaakaaruma ko. ñu ngi menacé tëj ko de. waaw mais xam nga nag ça fait plus de 30 ans que l'Iran menace de fermer le détroit, mais l'Iran ne l'a jamais fait. Non, mais ce qu'il faut dire, au-delà de la manipulation et des idées reçues, c'est quoi la manipulation? Aujourd'hui, on veut présenter ci wolof dañu bëgg a présenter xeex bi am diggante Iran ak Israël comme étant un conflit ontologique, que c'est deux pays ennemis naturellement. Et même il n'y a rien de plus faux. Il y a rien. Et c'est pourquoi l'histoire est importante. Netanyahou a un agenda interne. Après Gaza, l'Iran, parce qu'il sait à la fin de ces guerres-là, il va répondre à la justice. Donc à la limite, ce sont Netanyahou et les Mollahs, ce sont des alliés naturels. Parce que Netanyahou, lui, il ne veut pas répondre à ses juges au niveau interne. Les Mollahs, Iran, depuis 1979, ils ont pu maintenir le régime toujours en brandissant la menace extérieure. Les régimes fermés cherchent toujours un ennemi extérieur pour une mobilisation interne. Et la seule personne, la plus grande menace pour Iran, xam nga kan la woon? Barack Obama. Quand Obama est venu, Obama a sorti le concept de patience stratégique. Donc c'est Obama qui a fait les accords sur le nucléaire iranien le 14 juillet. Les accords du 14 juillet. Donc dès que Obama a fait l'accord avec le nucléaire iranien, les problèmes internes ont commencé en Iran. Les gens ont commencé à s'intéresser à l'économie du pays, à la corruption. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les plus grandes manifestations en Iran. Et malheureusement, ce cycle a été interrompu par l'élection de Trump. Et quand Trump est venu, l'adversité est revenue, les Mollahs ont mobilisé les ennemis des Iraniens vers l'ennemi extérieur, à savoir Trump. Donc aujourd'hui, la guerre que Netanyahou va déclarer aux Mollahs, ça ne va pas amener un changement de régime. Au contraire, l'Iran ne capitulera pas. Parce que ce qu'il ne sait pas, l'Iran est une vieille nation et que les Perses ont dominé le monde pendant des millénaires. Donc derrière moi, je n'emploie pas le mot Iran, mais j'emploie le mot Perse. Et c'est pourquoi je te dis, donc les Mollahs, l'agression extérieure israélienne, ça fait leurs affaires parce que ça permet de tourner sur la question internationale. Netanyahou aussi, ça lui permet ça. Mais historiquement, quand on voit la particularité de l'Iran, pour te montrer que c'est une très vieille nation. L'Iran est une très vieille nation. Tous les pays de la région qui ont été islamisés ont perdu leur langue. L'Égypte, les gens parlaient grec. Quand l'islamisation est venue, c'est devenu un pays arabe. L'Égypte est devenu un pays arabe. La Syrie, les gens parlaient latin parce que c'était l'Empire byzantin. Avec l'islamisation, ils sont devenus arabes. Mais l'Iran est le seul pays du Moyen-Orient à avoir adhéré à l'islam et à avoir gardé sa langue. Parce que les Perses sont d'une fierté extrême. Donc Trump, le problème fondamental entre les États-Unis et l'Iran, les Iraniens vous disent que nous, Iraniens, on est là depuis plus de 2000 ans. Les Américains sont là depuis 2 siècles. Et nous ne sommes pas sûrs qu'ils seront là au siècle prochain. Donc pourquoi ils doivent nous donner des leçons? Maintenant, sur le nucléaire iranien, en termes de géopolitique, j'ai eu la chance d'avoir participé plusieurs fois au Saben Center, un cercle de réflexion du Qatar qui regroupait des universitaires américains, des universitaires musulmans. Qui bien une session, il y avait Denis Ross qui s'est occupé pendant longtemps de la question du Moyen-Orient, de la question de l'Iran. Il a fait un exposé pendant 30 minutes pour expliquer pourquoi l'Iran veut avoir la bombe, pourquoi c'est une menace pour le monde. Il y avait un politologue iranien, le professeur Zahrani, qui était venu de l'université de Téhéran, qui a dit, Ross a parlé pendant 30 minutes, moi j'ai parlé pendant 3 minutes, pour vous dire que chaque fois que vous voyez un Iranien qui vous dit que l'Iran va renoncer à sa bombe, ne le croyez pas, l'Iran ne renoncera jamais. Tu sais, il a donné un exemple très pertinent, il a dit,
nous en Iran, on n'aime pas Saddam Hussein. Mais la seule erreur de Saddam Hussein, c'est d'avoir pas eu la bombe à temps. Il dit, je donne un exemple. Vous avez la Corée du Nord qui reconnaît avoir violé le traité international sur la prolifération. Et vous avez Saddam qu'on accuse d'avoir des armes de destruction massive. Il a dit, Saddam, excusez le terme, c'est déculotté. Il a même ouvert ses palais pour prouver son innocence. Il a dit, entre celui qui a prouvé son innocence et celui qui a avoué sa culpabilité, on s'est attaqué qu'est-ce que le policier américain a fait? Et dans la salle, il y a quelqu'un, le policier a attaqué l'innocent. Il a dit, voilà pourquoi nous aurons la bombe. Il ne faut jamais oublier que ce sont les Iraniens, les Perses, qui ont inventé le jeu d'échecs. Il a dit, nous avons inventé le jeu d'échecs. La bombe, c'est une garantie de ne pas être attaqué. Il a dit, regardez la Corée du Nord, elle fait ce qu'elle veut. Quand il y a famine, on va l'aider parce qu'elle a la bombe. Il a dit, nous n'aimons pas Saddam. Mais la seule erreur de Saddam, c'est de n'avoir pas eu la bombe à temps. Et nous ne commettrons pas la même erreur que Saddam. Maintenant, la nouveauté, moi, comment je fais l'attaque, la nouveauté. Parce que Netanyahou a toujours voulu utiliser les États-Unis, surtout Trump, comme voiture bélier contre l'Iran. Et le fait que Trump ait pris contact directement avec les Iraniens pour négocier avec eux, ça n'entrait pas dans le cadre de la stratégie de Netanyahou. C'est peut-être pourquoi Netanyahou a anticipé en attaquant l'Irak. Mais maintenant, historiquement, quand on parle de Moyen-Orient, les plus anciens peuples du Moyen-Orient, ce sont les Perses, les Hébreux et les Arabes. Et ce conflit qu'on nous présente comme inévitable entre l'Iran et Israël est très superficiel. Parce que les plus grandes pages de l'histoire des Juifs, c'est écrite à Babylone, en Perse, et en Andalousie, en Espagne. Il ne faut pas oublier qu'avant la chute du Shah d'Iran, l'Iran était le plus grand allié d'Israël. Donc c'était un truc conjoncturel. Maintenant, par effet de manipulation, aussi bien Netanyahou que les Mollahs veulent présenter le conflit comme étant un conflit ontologique, mais toujours pour des questions de préoccupation intérieure. Mais ça fait les Hébreux et les Perses sont les plus anciens peuples du Moyen-Orient à côté des Arabes. Comment est-ce que ça peut impacter notre quotidien? Non, si on fait du réalisme géopolitique, ça peut nous arranger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays producteur de pétrole. Les prix vont flamber. Les prix vont flamber. Si on est dans la géopolitique, c'est ça le Sénégal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays producteur de pétrole. Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, les prix vont augmenter. Mais la posture du Sénégal, comme depuis Senghor, le Sénégal parle à tout le monde. Le Sénégal parle à tout le monde. Dans les années, lors des premiers conflits israéliens, Senghor avait été désigné pour diriger une délégation pour aller parler à la fois aux Arabes et aux Hébreux. Mais il y a beaucoup de manipulations. Mais la plus grande manipulation, c'est de présenter Israël et Iran comme étant des ennemis naturels. Il n'y a rien de plus faux. Mais est-ce que... Et d'ailleurs, pour le meilleur exemple qu'on donne souvent, quand tu prends... Pourquoi Israël est très fort? Parce qu'il y a toute une frange. Il y a toute une frange de la population israélienne qui est d'origine iranienne, qui est d'origine perse. Et cette frange de la population qui est d'origine perse a donné à Israël un président de la République, Moshe Kassav, et a donné à Israël un chef d'état-major, Shaoul Mofaz. Et le meilleur exemple de ça, c'est quand, à la mort de Jean-Paul II, quand Khatami, le président iranien, pour des raisons protocolaires, est à côté du président iranien, ils sont tous d'origine, ils sont tous perses. C'est-à-dire que Moshe Kassav est un juif perse. Donc, dont la famille vient d'Israël. Nous, puisque nous sommes producteurs de pétrole, on pourrait en profiter. Oui, mais bien sûr. Mais est-ce que cette guerre-là peut générer aussi des conséquences économiques comme avec la guerre russo-ukrainienne? Le président Macky Sall s'est senti obligé d'aller négocier avec les Russes. Cette guerre ne nous arrangeait pas parce qu'on avait besoin de céréales, de graines, de fertilisers, comme on dit. Mais aujourd'hui, la guerre Israël-Iran, ça va impacter les prix du pétrole. Et si la hausse des prix du pétrole c'est dans l'intérêt du Sénégal. Donc on en tirera... Mais naturellement. Si les conflits perdurent, et puis le prix du baril va augmenter. Aujourd'hui, si le prix du baril est à $100, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Alors, j'ai l'impression que ces deux ouvrages auraient dû se confondre. Non, Ben bi commencé. Voilà, j'ai l'impression que nous avons fait tome. On est à bord de différentes problématiques. Là, pour le premier, les intellectuels sénégalais dans la marche vers la première alternance. Le Sénégal, une démocratie de Sisyphe. Une démocratie de Sisyphe, on les
on l'est vraiment. Oui. C'est une démocratie où on recommence. Dialogue national, bulletin unique. On parlait par exemple, quand on voit le livre là, ça ne pouvait pas être un seul livre. Parce que le livre là, Les Intellectuels, c'est un recueil d'entretiens que j'ai eu à faire quand j'étais à Walfadjri de 97 à 2000. Par exemple, le chapitre sur la nature du régime politique sénégalais, où vous avez El Hadji Mbodj, Kader Boye, mais on parle exactement des thèmes du dialogue national du président Diomaye Faye. Et ça, c'était en 99. Et dans le livre, El Hadji Mbodj dit clairement, Abdou Diouf lui avait demandé de faire un rapport sur le statut de l'opposition. Ça ne te rappelle rien? Statut de l'opposition, financement des partis, la problématique des partis, ça ne te rappelle rien? La commission. El Hadji Mbodj a fait un rapport remarquable qu'il a remis à Abdou Diouf où il dit l'opposition existe de fait au Sénégal, mais maintenant il faut le routiniser. C'est ça la démocratie, le routiniser. Ce n'est pas un Premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale qui dit qu'il n'y a pas matière à s'opposer. Ce n'est pas un Premier ministre qui cherche à effacer des gens. C'est cet éternel recommencement, c'est cette perte d'énergie sur la question électorale et sur la question des institutions qui fait que le Sénégal a toujours sous-traité l'économie aux institutions de Bretton Woods. Mais perte d'énergie et éternel recommencement, c'est le fait d'acteurs politiques qui ne sont pas honnêtes.